Ça va. Coucou Sandrine. Hello Catherine, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui. Ouais. Et moi donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis tellement contente de partager ce temps avec toi, puis ce moment où on va pouvoir en effet échanger entre femmes, parler de l'enfantement, parler de la grossesse et de tout ce qui se vit autour de ça. Et bon, c'est un sujet, on pourrait y rester l'après-midi, mais Oui, c'est certain. en fait, c'est vraiment parce que je sais que tu es une maman d'une petite puce de 8 mois. Mhm. Et j'ai vu que dans tes groupes, parfois tu parles de la maternité, tu parles de comment tu as navigué ton désir d'avoir un bébé. Donc voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous partages ça. Bah écoute, c'est avec un immense plaisir. Donc effectivement, je m'appelle Sandrine Carl, je suis master coach et formatrice depuis 12 ans maintenant. Et le désir d'enfant a été quelque chose de complètement fou dans ma vie. Pourtant, Dieu sait que ça fait donc 12 ans que je fais ce que je fais, donc t'imagines que j'ai vu des thérapeutes, que je me suis fait coacher, que je suis allée en profondeur dans des sujets de mon enfance, etc., etc., et que je pensais pas que le travail était fini, tu vois, mais je pensais pas que ça allait me remuer autant dans le bon sens du terme, parce que j'ai eu de la chance. Donc, le désir d'enfant a été difficile à naviguer pour moi, Mhm. parce que j'ai grandi dans une société féministe, biberonnée à girl power, etc., etc. Il faut choisir sa carrière, etc. Nous, les femmes, on est plus fortes que les hommes, blablabla. Bla, bla. Donc c'est génial, hein, ça a permis plein de choses. Mais d'être biberonnée comme ça, à cette espèce de girl power en excès de yang, dans ma famille, dans mon environnement, a fait que premièrement, j'arrivais pas à me représenter ce que ça pouvait être que d'être mère. Tu vois, Ouais. les exemples que j'avais à l'extérieur de moi ne me donnaient pas envie de devenir maman. Ce que je voyais, ça me plaisait pas. Ce que je voyais dans les films, ce que je voyais autour de moi, la manière dont c'était abordé sur les réseaux sociaux, vraiment, j'arrivais pas à trouver un modèle de Mm. maternité qui me plaisait. Eh bien, évidemment, j'étais avec des angles morts, en fait. Je regardais que ce qui correspondait à ma réalité de l'instant. Puis j'ai eu beaucoup de mal aussi à rencontrer le grand amour de ma vie, puisqu'on s'est rencontrés, j'avais 33 ans. Donc le désir de grossesse est arrivé avec lui en réalité. Ok. Jusqu'alors, je ne savais pas si j'aurais des enfants ou si j'en aurais pas. Je savais pas. J'arrivais à me représenter que je serais grand-mère, tu vois. Ça, ok. Mais maman, alors là, j'étais dans Il le... manquait une étape. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment, mon mental était blanc là-dessus. Et donc, je rencontre mon amoureux. Et dans le mois où on est ensemble, vraiment, j'ai ce désir incroyable qui monte, tu sais, qui prend tout l'espace. Je m'en rappellerai toute ma vie. Là, j'étais dans mon appart, j'étais en train de me brosser les cheveux. Et puis, donc, ah, j'aimerais tellement avoir un enfant avec cet homme-là. Ça prend toute la place. Et j'étais tellement ouverte à ça que bah, c'est arrivé très vite et que pour autant, j'étais absolument pas prête à vivre cette maternité-là. C'est-à-dire que les résistances sont montées très fortes. J'avais peur de pas dormir, j'avais peur de devenir folle, j'avais peur de pas être une bonne mère, j'avais peur de pas réussir à naviguer mon entreprise et la maternité. J'arrivais pas à m'autoriser à être maman parce que mon chéri a déjà eu 3 enfants d'un précédent mariage. Donc j'étais en plus on a 10 ans d'écart, tu vois, donc j'étais la petite jeunette là qui lui fait un enfant dans le dos. Enfin, j'étais aux prises avec tout un tas de croyances, c'était terrible hein, et c'était vraiment difficile pour moi d'aller d'abord m'autoriser le fait que j'avais le droit de désirer avoir un enfant, que c'était possible pour moi, que j'avais le droit et que j'avais le droit de l'avoir avec Seb. C'est à partir du moment où lui, il était d'accord pour ça, j'avais le droit en fait. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce que les gens vont penser, parce que de toute façon, les gens pensent toujours des tonnes de choses, des tonnes de trucs. Mais ce désir, tu vois, il m'a fallu 2 ans et demi pour le Ok. naviguer. Il a fallu plusieurs expériences aussi où mon corps manifeste le fait qu'il a vraiment envie, là, maintenant, mais mon mental est en résistance. J'ai vraiment, vraiment peur. Une de mes plus grandes peurs, c'était vraiment de devenir folle et d'être internée. Parce que dans mon entourage très, très proche, il y a eu des dépressions postpartum, puis il y a eu une psychose puerpérale. Puis ça, c'est le pire du pire comme le trouble mental de la maternité. Bref. Donc, j'ai commencé une thérapie, puis j'ai commencé à naviguer mon désir, puis c'était oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Je te dis pas Seb comme il pétait les plombs, tu vois.
Il arrivait même plus à croire à ce truc-là, alors que lui, il était hyper open, et comme il était tellement heureux d'avoir un enfant avec moi. Puis moi, j'étais tellement oui, non, qu'à un moment donné, quand je disais oui, il captait même plus que c'était oui. Et puis moi, je reculais en me disant, ah, mais ça se trouve, il veut pas d'enfant avec moi. Parce que j'étais aux prises avec toutes mes croyances, tu vois, le truc de 2 ans et demi. Ouais. Bref, je me fais accompagner, je fais tout un travail. Donc, je me fais accompagner par une psychologue et puis un psychiatre aussi, parce que je suis allée jusqu'à faire un diagnostic pour m'assurer que j'allais pas péter les plombs. Ok. Tu vois, parce que j'étais vraiment très, très proche de cette personne qui a fait une psychose puerpérale. Puis comme il y a une partie qui est héréditaire là-dedans, Tu voulais vérifier ça. je voulais m'assurer que mon système psychique allait pouvoir soutenir mon désir de maternité. J'étais vraiment, vraiment flippée. Donc, j'ai vu un psychiatre, on a fait un diagnostic. Évidemment, tout allait parfaitement bien là. Je me suis fait accompagner par une psychologue qui est spécialisée en périnatalité Ok. pendant des mois. Puis quand finalement, j'ai osé dire à Seb, écoute, ça y est, c'est bon. Mhm. Je sens que je suis prête là. Et lui, du coup, il n'a pas entendu là pendant 3 mois. Il a cru que j'allais redire non. Et oui, avec, il Et avait du compris les yo-yo, donc il voulait s'assurer que cette fois-ci c'était un vrai oui finalement. C'est ça. Et j'arrivais pas à lui faire passer. Je me rappelle, on est allé voir un thérapeute de couple pour qu'il entende que ça y est, j'étais prête. Et le moment où il a compris, il a même pas réalisé parce qu'il était encore persuadé que c'était pas vrai, Mhm. que j'allais encore repartir en arrière. Puis à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, ok, en fait, peu importe. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut un enfant avec moi. Là, c'est juste à moi d'avancer parce qu'en avançant, je vais lui montrer que c'est bon, je suis engagée dans la démarche. Puis en fait, ce qu'on a navigué aussi en tant que couple, c'est que lui, il était tellement heureux d'avoir un enfant avec moi. Puis ce oui-non l'a fait extrêmement souffrir. Ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que d'y croire et que je lui dise encore non, c'était trop difficile pour lui. Donc, on a navigué ça. Puis, quand j'ai décidé, juste avant de décider d'enlever mon stérilet, j'ai fait un bilan avec, alors, on l'appelle le druide dans notre famille, mais c'est pas du tout un druide, c'est un médecin homéopathe qui est spécialiste en micronutrition et en acupuncture. Ok. Donc, je suis allée faire un bilan vraiment complet. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de carences, mais il y avait quelques... Tu sais, j'étais pas en carence, mais j'étais un peu faible dans certains endroits. Donc, ben, je me suis complémentée. Ok. Avec ça, j'ai suivi aussi, tu sais, comme un programme un peu sportif et puis lifestyle autour de la maternité. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, quand je suis tombée enceinte, je me suis fait accompagner par 2 sages-femmes, parce qu'une, ça suffisait pas. Je t'assure que les deux étaient vraiment parfaites, parce qu'il y en avait une qui était très simple et très naturelle, en fait, vraiment très simple, et une autre qui était très expérimentée, beaucoup d'expérience, beaucoup de formation autour de la périnatalité. Enfin, voilà. Et donc, les deux étaient vraiment extraordinaires. J'avais un gynécologue, enfin j'ai un gynécologue qui est aussi extraordinaire dans le respect de la femme et de la manière d'enfanter et qui a soutenu mon projet, parce que tu vas voir que quand même il y a plein de choses qui se sont jouées, même si ça s'est très bien passé. Et j'ai continué ma thérapie pendant tout le temps de la grossesse, parce qu'on dit en psycho que la grossesse, c'est comme un voile qui s'éclaircit en fait pendant qu'on est enceinte. Entre le conscient et l'inconscient, il y a un voile qui devient de plus en plus fin et de plus en plus fin. Et donc j'avais conscience de ça, et j'avais conscience aussi qu'il y avait tellement de choses que je voulais surtout pas transmettre à ma fille, et que j'avais besoin moi d'aller libérer à mon niveau pour que ça n'interfère pas, même inconsciemment. Alors on peut pas tout contrôler, mais en tout cas j'avais besoin de me dire que j'étais en train de faire ce qui me semblait être bon et juste pour moi et pour ma fille. Voilà. Ok. C'est énorme hein, quand tu parles de ton histoire, à quel point on voit le poids de la lignée, tu vois, tout cela, la psychogénéalogie, tout ce qui a pu être transmis, mais aussi tout ce qu'on a ressenti en tant que petite fille, jeune femme, femme, et du coup de la difficulté à trouver le modèle qui va nous permettre, nous, de naviguer ça, et également ce que ça renvoie dans le couple, parce que ça fait aussi travailler la lignée des hommes et son compagnon, mais aussi par rapport à son propre référentiel. Mm. C'est ça. Puis tu vois, tu parles de la lignée là. Je reviendrai un petit peu plus tard là où on en est. Je vais y aller par étapes, tu vois, d'expliquer tout ça. Mais est-ce que tu as des questions déjà sur cette partie préconception? Ben, en fait, ce qui est intéressant, je trouve que déjà, j'ai pas forcément de questions, mais ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire que tu as regardé plusieurs sphères. Tu as regardé autant le côté mental que le côté émotionnel, mais aussi le côté physique. Donc en fait, ce que tu racontes, c'est que tu t'es préparé, mais sur tous les champs. Puis tu sais, je me suis préparée aussi d'un point de vue spirituel.
C'est vraiment, quand on dit, OK, quel genre de femme j'ai envie d'être, c'est de descendre cette essence profonde de qui l'on est, notre âme, comment est-ce que mon âme vient vivre cette expérience d'être mère dans la matière? Comment je la fais descendre là, cette partie-là aussi? Donc ça, c'était la préconception. Donc on arrive au moment où j'enlève le stérilet. Puis Puis alors là, il se passe quelque chose de dramatique pour moi. C'est que le jour où j'annonce à ma tati, qui était comme ma grand-mère, là, tati Huguette, j'en ai beaucoup parlé, que j'avais enlevé mon stérilet. Puis tu sais, elle attendait que ça, que je devienne maman, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de culpabilité parce qu'elle est décédée vraiment 1 ou 2 semaines après. J'ai juste eu le temps de lui dire que j'avais enlevé mon stérilet. Et ça a été compliqué parce que j'ai porté la culpabilité de le temps que j'ai navigué. En fait, si j'avais pas mis tout ce temps à naviguer, bah, elle l'aurait rencontré, ma fille. Tu vois, et ça me touche encore beaucoup. Et en même temps, il a fallu que je lâche ça parce que ce temps où j'ai navigué, il était vraiment bon pour moi. C'est-à-dire que si j'avais enclenché le processus, en fait, on ne peut pas savoir, mais j'imagine que si je l'avais enclenché sans libérer ce qui était bon pour moi, sans me sentir, tu sais, Oui, dans ma puissance de femme, dans ma puissance de maman, dans ma puissance de je désire avoir un enfant, je suis digne et légitime pour ça, je vais être une bonne maman, tu sais, toutes ces choses-là, moi, j'ai eu besoin de les naviguer. Il y en a pour qui c'est inné. Moi, j'ai eu besoin de le naviguer. Et je pense que si j'avais pas eu besoin de le naviguer, il y a des choses qui seraient venues aussi peut-être rendre le processus de la grossesse ou même du postpartum plus c'est difficile. bon. Ouais. En fait, c'est vraiment, c'est vrai que tu as parlé de toutes les peurs que ça soulevait. Et je pense à deux choses. Donc, tu parles des peurs parce que je pense que vraiment, de mon point de vue, c'est important de les naviguer avant pour éviter que ça surgisse Mhm. pendant la grossesse ou en postpartum, etc. Et puis par rapport à ta tati, je me dis, t'étais, ouais, tu racontes que, en fait, pour moi, c'est comme si les âmes s'étaient presque croisées, comme si elle l'avait pas tenu dans ses bras, mais Ouais, c'est ça. probablement sur un autre plan, elles se sont côtoyées, elles se sont vues Ah et, ben ça, alors ça, extraordinaire. Du coup, ma tati a toujours été connectée à quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Tu vois, toujours des bonnes intuitions et tout. Puis la veille de son décès, tu sais, tu as ce rebond un petit peu là. Ok. Donc je vais la voir à l'hôpital. Et je sais que c'est la fin. Puis là, elle me chope la main. Puis elle me dit, ma chérie, tu vas avoir une fille. ah, excellent, j'adore. Et bon, bref. Donc ensuite, elle remonte, elle remonte. Puis là, en fait, quand on a retiré le stérilet, on a fait un frottis. Puis on apprend que, en fait, j'ai vraiment des marqueurs mais ultra, méga dégueulasses pour le papillomavirus. Et donc, en fait, un risque que j'ai déjà un cancer du col de l'utérus. Sauf que à ce moment-là, ben, en fait, c'est la colposcopie, là, ça prend des mois pour arriver. Donc là, je vais aller naviguer le pétard, je suis prête, ça y est, et il me tombe ça sur la tronche. Là, comment je navigue ça? Pareil. Parce qu'il est hors de question que je recule. Tu sais, là, non, c'est pas possible. Avec tout le travail que j'ai fait, je suis prête, ça doit se faire, je suis prête, tu vois. Je suis prête, je suis prête, je suis prête. Donc, c'est de naviguer. Je me rappelle très bien en demandant à mon gynéco qu'est-ce que je dois faire là par rapport à ce qu'on va traverser là, potentiellement, et ce qui va se passer ensuite. Et il me dit, bouger, manger, méditer. Et crois-moi que pendant les 3 mois qui séparent le résultat de l'examen, ou 2 mois et demi, et le moment où je vais faire ma colposcopie, crois-moi que j'ai bien compris ces choses-là, puis j'ai vraiment mis beaucoup d'emphase là-dessus. Puis là, arrive la colposcopie, j'arrive devant le gynéco qui s'occupe de ça, c'est pas mon gynéco. Puis vraiment, il est là et il est en train de m'annoncer, au vu des résultats, que j'ai un cancer du col de l'utérus. Je suis assise, je suis toute seule, ça ne fait pas avec moi. Et il faut savoir que ma dernière année à la fac de psycho, j'ai fait mon stage à l'Institut du cancer de Montpellier avec le professeur Henri Joyeux. Ouais. Et que ma toute première patiente, elle avait 34 ans, elle avait un cancer du col de l'utérus stade 4. Et que moi, mon job, c'était de trouver le moyen de communiquer qui permet de faire passer l'information, parce que quand on t'annonce que tu as un cancer, l'intensité émotionnelle est tellement là que tu captes plus rien, en fait. Tu peux même te dissocier. Enfin, le choc émotionnel est bien trop grand. Et donc, je suis là, je comprends ce qu'il me dit, je comprends pas pourquoi il me le dit à moi. Puis donc, du coup, il y a l'humaine qui vit le truc, il y a l'étudiante en psycho qui revient et qui dit oh, il est en train de m'annoncer que j'ai un cancer du col de l'utérus, purée, je vais rien comprendre, je suis toute seule et tout, comment ça va se passer? C'est vraiment compliqué. Puis je voyais qu'il tremblait quoi, pour m'annoncer ces choses-là. Puis on passe à l'examen, il fait le prélèvement, puis il regarde, puis quand il s'assoit, il me dit bon, franchement,
entre les résultats que j'ai Et ce que et ce je que vois. j'observe, rien à voir, quoi. Alors, on va attendre d'avoir les résultats, mais c'est pas aussi dramatique que ce que j'avais prétendu. Je suis comme... Le yo-yo, là encore, hein, au niveau émotionnel, un truc de dingue. Incroyable. Donc, je sors de là, je raconte à Seb. Seb, c'est quelqu'un d'extrêmement empathique, bienveillant, très soutenant, etc. Donc, bon, voilà. Il me dit, oh, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça. Donc, on attend les résultats. Et pendant qu'on attend les résultats, ma, ma belle-sœur est enceinte de ma nièce. Ok. Et je reçois les résultats. Je me rappellerai toute ma vie, hein, parce que j'ai reçu les résultats le 23 janvier. Puis ma nièce est née le 23 janvier. Puis les résultats disent, OK, tout va bien, donc let's go bébé. Je tombe enceinte le 28 janvier. Hop, t'étais on ne peut plus prête, quoi. Ok, les résultats sont bons, go, on y va. Tu sais, C'est extraordinaire. Ava était dans les starting blocks, elle était, c'est bon, feu Ah, vert. ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, là arrive le truc de, en fait, pendant cette phase où je sais pas si je vais pouvoir faire un enfant ou pas, il n'y a pas de protection parce que, enfin, il n'y a pas de protection. On se protège, mais il n'y a plus de stérilet. Je suis vraiment quelqu'un de très fertile, donc voilà, ça aurait pu arriver. Puis, du coup, il y a 2 ou 3 cycles qui passent et je me dis, ah bah, je suis pas enceinte. Tu sais, comme je sais que c'est mieux que je le sois pas, mais j'ai la petite déception de, ah, mais, tu sais, je suis pas enceinte. Et en même temps, on fait vraiment pas tout ce qu'il faut là pour tomber enceinte à ce moment-là. Mais il y a ce petit truc, et heureusement qu'il y a eu parce que ça arrivait tellement vite. Une fois qu'on s'est dit, banco, on est prêt, que quelque part, je suis contente d'avoir senti cette légère déception. Tu sais, j'imagine pas ce que tu peux ressentir quand ça fait des années que tu essayes et que c'est compliqué. Parce que moi, je l'ai ressenti, voilà, 2, 3 cycles. Je me rappelle plus exactement. Et du coup, bref, voilà. Donc, je tombe enceinte. Bravo. Je tombe enceinte et là, je rentre dans je sais pas que je suis... En fait, ce qui est fou, c'est que tu sais, il y a une partie de toi qui sait, tu vois. Parce que je me rappelle très bien ce même jour où on a eu ce fameux rapport qui a créé la conception de notre fille. On va se doucher avec mon chéri, je lui dis, t'imagines si je suis enceinte? Et Seb, tu sais, se fiche. Il me dit, et alors? Genre, ça serait un problème? Je dis, non, non, chérie, je serais contente et tout. Et je lui explique qu'en fait, ça fait du coup 2 ou 3 cycles que bah, du coup, il n'y avait pas de bébé parce que voilà. Et que du coup, je ressentais un peu la déception. Donc, je me rappelle, tu vois, pareil de cette scène-là. Puis là, je vais rentrer vraiment dans une dissociation parce qu'il y a une part de moi qui sait. Ouais, Puis il y a une part de moi qui a tellement peur d'être déçue. c'est ça. Tellement, tellement peur d'être déçue. Tellement peur que mon intuition soit pas juste, tu vois. Ouais. Comment t'as fait pour naviguer ça alors, du coup? Cette part de toi qui savait, tu sais, cette part magique qui, de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, on sait. Il y a vraiment cette Alors, connexion, puis l'autre qui. je pense que c'est là où c'est merveilleux d'avoir un homme extraordinaire à nos côtés. C'est parce que c'est Seb qui a acheté le test de grossesse. Parce que là, il me dit, non, mais chérie, c'est pas possible, t'as des seins qui font que gonfler, tu vois, Ah, c'est pas possible. Non, je suis sûre que t'es en taille. Moi, comme, non, on sait pas, on doit attendre. Puis alors, je me rappelle, tu sais, pendant cette phase-là, je suivais une formation en énergétique dans un groupe de femmes. Et puis, du coup, 2 semaines après, du coup, la date à laquelle, bah, du coup, Ava a été créée, il y a le bouchon muqueux, en fait, qui tombe dans ma culotte, là. Puis je suis du coup avec un cercle de femmes, je vais aux toilettes, je vois ce truc-là, tu sais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je comprends pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est un bouchon muqueux, tu vois, je sais rien de tout ça. Et donc, je retourne là-dessus, excusez-moi, il faut que je vous demande quelque chose. Là, il y a un truc bizarre dans ma culotte et tout. Puis là, il y a une de mes anciennes clientes en plus qui était élève avec moi qui me dit, eh ben, Sandrine, ça se trouve, c'est ton bouchon muqueux. En fait, tu es enceinte. Là, ça s'est fermé et tout. Et donc, après, elle me rappelle la semaine qui suit pour me dire, enfin, 2, 3 jours après, au fait, est-ce que tu as regardé alors que tu es enceinte et tout? Et je suis comme, non, je veux pas savoir. Tu sais, tant que ça fait pas une semaine que mes règles sont pas arrivées, je veux pas aller voir parce que je veux pas être déçue. Enfin, tu vois le truc, quoi. Bref, donc un jour, un vendredi soir, Steph débarque avec des tests de grossesse. Et puis il me dit, chérie, ils sont là. Moi, je commence à paniquer. Tu vois, il me dit, chérie, ils sont là. Tu peux les faire maintenant, tu peux les faire demain, tu peux les faire dans 3 semaines. Tu fais quand tu veux. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça serait chouette que tu saches quand même ce qu'il en est. Et puis là, les tests sont là. Donc, bah, je vais faire mon test. Et évidemment, il est archi méga positif, le truc. Et ce qui est super chouette, c'est que j'avais à cœur de garder le souvenir de, tu sais, quand on découvre le résultat.
Je me souviens de Donc ça. on s'était filmé. Donc, Ouais. hein? Je l'ai vu cette vidéo, je me Ouais, rappelle. c'est ça. Et donc c'est la vraie vidéo, genre c'est pas une vidéo fake, c'est vraiment, on a posé le tout premier test là, on a mis le minuteur, on a allumé la caméra, puis on a attendu de voir ce que ça donnait, quoi. Wow. Donc voilà pour comment je découvre que je suis enceinte. Après, je vais rentrer dans 3 mois de fatigue hallucinante, genre le truc incroyable. C'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais prendre mon petit déj, je vais faire une sieste. Je vais me lever à midi, enfin je vais me réveiller de ma sieste à midi, je vais manger, je vais faire une sieste. Ça va rentrer du travail, on va aller marcher. On est allé marcher tous les soirs pour que je m'aère en fait, parce que sinon vraiment je faisais rien de mes journées. Ou vraiment le minimum syndical dans mon entreprise, les trucs étaient déjà prévus, mais pas de lancement, pas de communication excessive et tout, parce que j'étais mais rincée et complètement crevée quoi. Donc et ça a été difficile pour moi. Bah, d'autant plus que tu avais cette peur avant. De D'être fatiguée, ouais, ouais. d'être Mais fatiguée. c'était même, tu vois, de pas savoir quand ça allait s'arrêter. Tu vois, comme si je perdais, mais ça, c'est un truc aussi vrai, c'est que quelque part, et ça a été merveilleux aussi de le découvrir et de le vivre, c'est que c'est tellement pas toi qui décides là, c'est ton corps qui fait absolument tout, tu n'as rien à faire. Et moi, jamais de ma vie, j'ai créé un truc sans rien faire, tu vois. Toute ma vie, j'ai fait des actions qui ont emmené des résultats. Même si j'en fais pas beaucoup, même si j'ai fait dans la joie, le plaisir et la facilité, il n'empêche que je fais des actions. Là, j'avais rien à faire, ça se faisait tout seul. Donc, il y a une part de mon ego qui a été dépossédée, tu vois. Le gros apprentissage du lâcher prise. Exactement, c'est ça. Et c'était incroyable de se dire que j'avais rien besoin de faire, que tout se faisait parfaitement bien et que la seule chose que j'avais à faire, c'était à me reposer, tu sais, mais vraiment me relaxer comme dans un hamac sur mon corps, c'est mieux que moi. Il a créé l'humanité là, tu vois? Il en a créé des milliards avant moi, il en créera des milliards après moi. Donc c'est tellement pas à propos de moi. Donc ça a été un vrai truc aussi à naviguer. C'est incroyable cette sagesse en fait qui est là et qui ne demande qu'à être écoutée, hein. Tu parlais Mmh. du féminisme tout à l'heure et de tout ce monde patriarcal où justement on doit être à fond, à fond, à fond et toujours linéaire, etc. Et ne plus écouter sa nature cyclique. Et là, ton corps te dit mais lâche, 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 je sais, je vais prendre le relais, je vais gérer, je vais faire tout ce qu'il faut là. Tu n'as qu'à te reposer. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis, bah, comme tout le monde, tu sais, tu hâte de passer le premier trimestre. Oui. Et Tu as attendu que, pour et l'annoncer? que comment? Tu as attendu pour l'annoncer du coup? Non, pas du tout. Alors, pour le coup, pas du tout. Tu vois, comme j'étais pleine de peur par rapport à ça, en fait, mes peurs, c'était surtout par rapport au fait que Seb a eu 3 enfants avant moi et que du coup, j'avais pas envie que les gens pensent que je lui faisais un enfant dans le dos. Donc j'avais préparé les gens au fait qu'on avait envie d'avoir un enfant, puis j'avais demandé à Seb de, quand l'occasion se présentait, de pas le cacher, pas de forcément de le dire, mais voilà, si ça arrivait, genre, est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant, qu'ils disent pas peut-être, qu'ils disent oui, en fait. Parce que je voulais vraiment que les gens comprennent que c'était un projet commun, parce que c'était vraiment un projet commun et que de toute façon, je n'aurais pas créé un enfant ou donné la vie si ça n'avait pas été un vrai oui de son côté. Ok. Donc, je voulais un vrai oui de sa part, déjà premièrement. Je voulais un vrai oui de ma part à moi, c'est-à-dire que son vrai oui est arrivé avant le mien. Et je voulais que ce soit un vrai, vrai oui pour moi. Ok. Tu vois, c'était vraiment important. Et donc, les gens étaient au courant que j'avais enlevé mon stérilet. J'ai dit à tout le monde, tu Alors, vois. Et j'imagine. voilà. Alors que je sais qu'il y a des gens, tu vois, là, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui voilà, a lancé le projet bébé, a enlevé le stérilet. Mais ils veulent pas le dire en fait. Elle l'a dit à des personnes très très proches, ils veulent pas le dire parce que la peur que ça mette du temps à arriver, la peur que les gens demandent ça, alors ça en est où? Enfin, tu vois, et je comprends parce que des fois on veut soutenir, on dit alors vous en êtes où et tout, et puis en fait c'est difficile à naviguer aussi. Donc bon, bref. Donc moi je savais que voilà. Et puis il y avait un truc, tu vois, qui était hyper clair, c'est que pourquoi j'ai pas attendu d'avoir passé le premier trimestre pour l'annoncer, parce que je savais, parce que j'avais déjà fait une fausse couche, les dégâts d'une fausse couche quand on n'est pas soutenu par l'environnement, tu vois. Et donc je me disais, si je dois revivre cette expérience-là, parce que ça fait partie des choses qui ont déclenché hein, enfin, mon désir de grossesse est arrivé. Et il y a eu 3 grossesses qui ont été avortées, dont une fausse couche. Euh,
parce que j'étais pas prête en fait, parce que c'était pas le moment, mais ça m'avait choquée. Donc clairement, là, tu vois, ce sera une autre conversation qu'on pourrait avoir, mais je me rappellerai de cette journée. En fait, je savais même pas que j'étais enceinte, tu vois. Je savais, et c'est même fou, c'est même irréel, quoi. Je suis la Vierge Marie, bordel, tu vois, pour que ça arrive, ce truc-là. Bref, donc, je voulais pas me retrouver avec un bébé désiré, assumé, prête à accueillir, la joie de porter la vie et de la perdre et que de pas pouvoir dire, ben, tu sais, là, j'ai le droit d'être triste parce que je viens de perdre un bébé, tu vois. Ça me fait monter l'émotion. Donc, je voulais que mon émotion, si ça venait à arriver, soit légitime, en fait. Que j'ai pas raconté, ben, tu sais, on avait un projet bébé, nanana, nanana. Non, j'avais envie que, ok, admettons, ça doit arriver, les gens que j'aime, alors je l'ai pas annoncé sur les réseaux, tu vois, mais j'ai attendu d'annoncer sur les réseaux que les 3 mois soient passés, mais les gens proches, je voulais qu'ils savent que ça y est, c'était en route et que voilà, qu'ils soient comme dans la confidence, dans la création de ce truc-là. C'était mon choix et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, c'était juste mon choix à moi. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que par rapport à tout ce que tu racontes, chaque femme est unique, chaque personne va naviguer au travers de ça de manière vraiment par rapport à sa propre histoire. Et on peut pas, voilà, l'idée c'est pas de dire oui, bah si, il faut le dire ou il faut pas le dire, mais c'est vraiment se laisser sentir qu'est-ce qui est le plus juste pour toi, pour soi. Et Mm. puis, tu racontais aussi, je reviens un petit peu en arrière, mais tu racontais tout à l'heure, juste pour celles qui vont écouter, regarder notre échange, c'est que toi, tu as su rapidement, tu as pressenti, tu as cette petite voix qui disait essayez, je suis enceinte. Et moi, je sais que pour mon expérience, c'est que pour mes 3 enfants, je sentais aussi que j'étais enceinte, mais que le test était négatif. Et que même après une semaine de retard, mon test restait négatif. Alors que j'attendais bien des bébés à chaque fois. Donc, tu vois, moi, il a fallu en plus que je navigue le fait d'attendre. Et voilà, quand j'accompagne des femmes, je leur dis attendez, faites-vous confiance, laissez écouter votre ressenti physique, etc. Et peut-être que vous pouvez attendre Mm. avant ce fameux test de je suis enceinte ou pas. Ah, mais tu sais, ce que tu dis là, c'est tellement important parce que c'est pareil. Imagine, tu es persuadée d'être enceinte, puis tu l'es pas. T'imagines la perte de confiance en toi, en ton intuition que ça crée, Exactement. tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose, tu sais, qui paraît tellement évident, simple, ou tu vois, pas poser de problème à plein de gens, mais si toi, t'es accroché à ton intuition, et puis que cette fois-là, pour X raison, en fait, ou alors t'es enceinte, puis le bébé, tu vois, il s'accroche pas comme il faut, ou machin, et tu le perds, mais ton intuition d'avoir été enceinte est vraiment vraie aussi, tu vois. Mais ça, on ne pourra pas le prouver, Exactement. tu vois. Mais c'est pour ça, moi, j'avais tellement peur que mon intuition soit pas vraie, en fait, tu vois, je doutais de moi. J'étais encore dans ce doute de, est-ce que je suis capable d'être maman? Est-ce que je peux accueillir la vie? Ton témoignage fait vraiment écho par rapport au fait que je suis absolument convaincue, enfin, vraiment moi c'est une croyance très forte chez moi que c'est l'épisode dans la vie d'une femme qui fait remonter le plus, tu vois, le voile dont tu parlais tout à l'heure, qui est si mince là, mais ça fait tellement tout remonter, sa place dans la famille, toutes ses peurs, toutes ses croyances, etc. Je trouve que c'est l'expérience qui vraiment, est-ce qu'on fait confiance à notre ressenti, à notre intuition, à notre corps, etc. Ça fait travailler sur tellement de niveaux. Mais c'est que ça, c'est toujours vrai après, même quand le bébé est là. Est-ce que je fais confiance à mes ressentis en tant que mère, tu Non, sais? non, exactement. Ça Est-ce dure tout que le je temps. suis mes intuitions alors qu'on va me dire, ah, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et nanani, tu devrais faire ci, tu devrais. Mais je t'ai pas sauvé en fait, jusqu'à preuve du contraire. Et le nombre de fois que je le répète là dans ma famille, tu vois, enfin, pas à tout le monde, mais à certaines personnes en particulier, comme la maman d'Ava, c'est moi. C'est ça. Et le papa d'Ava, c'est Seb. Donc les personnes qui sont le mieux à même de prendre des décisions concernant Ava, c'est Seb et moi. Puis crois-moi que quand on prend une décision, c'est qu'on en a parlé avant. Genre, je n'impose pas mes décisions à Seb et Seb ne m'impose pas ses décisions. On ne serait pas en couple sinon. Et on n'aurait pas encore moins fait un enfant. Tu Mm. vois. Mais c'est Donc, tellement ça. Ouais, ouais, ouais. Et garder sa souveraineté, parce que oui, dans le couple, à partir du moment où il y a cette communication et où on est, tu vois, où on est vraiment, on est d'accord, parce que c'est un domaine aussi où les gens se permettent tellement d'intrusions et je sais pour toi ce qu'il faut faire, ce bébé il pleure trop, il est capricieux, enfin, on entend tellement d'absurdités et au moment de la naissance, de l'enfantement, de rester dans sa souveraineté et de pas donner
sauf conditions médicales, mais voilà, on va aller plus loin sur ton histoire, mais de rester sur son ressenti et sur ses convictions profondes. C'est tellement précieux. Ouais. Mm. Je te laisse poursuivre, du coup, toute cette Ouais. grossesse. Mais du coup, on arrive à la fatigue à un moment donné s'estompe, n'est-ce pas? Et on a l'énergie du deuxième trimestre qui arrive. Alors moi, je m'attendais à un truc de ouf, hein. Alors pas du tout. J'ai eu plus d'énergie, oui, parce que du coup, j'ai eu l'intuition de lancer Riche et Puissante. Tu vois, donc c'est à ce moment-là. Donc, tout le deuxième, troisième trimestre, j'ai construit, lancé et délivré Riche et Puissante, qui a été un immense succès. Ben forcément, tu sais, quand on dit que le voile est extrêmement fin, j'ai connecté à des choses que encore aujourd'hui, des fois, tu sais, la dernière fois, c'était très drôle, j'étais en train de ranger mon bureau, puis j'écoutais un truc et ça me dit, mais qu'est-ce que t'écoutes? Je dis, j'écoute Sandrine Carl. Alors les gens vont se dire, mais qui est cette personne? Elle est complètement folle. En fait, je m'appelle Sandrine Carl et j'ai créé un programme qui s'appelle Riche et Puissante. Et honnêtement, le contenu qu'il y a dedans, c'est comme si j'avais ouvert une porte et que j'avais accédé à la moi d'après. Bien sûr que je connais ces enseignements, bien sûr que je les applique dans ma vie, bien sûr que je reçois les bénéfices et que j'incarne ça, mais à chaque fois que je les écoute, j'entends un niveau suivant. Ok. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment aussi lié à la grossesse et à cette énergie un peu divine, un peu, voilà, le truc, c'est quand on dit que donner la vie, c'est magique, mais c'est vraiment extraordinairement magique, en fait, dès lors que tu acceptes de te laisser porter aussi. C'est ça. Que tu acceptes de surfer sur la vague, en fait, ce qui est en train de se passer, d'y aller avec le flow de comment ça se passe pour toi. Donc, c'est ça. Et là, j'entendais beaucoup, ah, mais Sandrine, tu travailles trop. Tu sais, c'est l'image que les gens ont de moi sur les réseaux, c'est que je travaille trop. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression de travailler tant que ça. Je pense que je dois travailler 2-3 heures par jour, grand max, tu vois. Donc, je comprends pas cette image, voilà, que les gens peuvent avoir. Mais c'était comme Sandrine, tu travailles trop, faut vraiment que tu te calmes et tout, repose-toi, machin. Puis moi, j'étais en train de vivre ma meilleure vie avec mon bide qui grossissait, puis cette fierté, tu sais, De pouvoir le montrer. ce ventre qui grossit, mais c'est vrai, c'est fou, tu vois, je me rappelle quand j'avais annoncé, parce que je prenais des cours d'astro à cette époque-là, il y a une des élèves du cours d'astro qui m'avait dit qu'elle n'avait jamais été aussi fière de montrer son ventre. Ça, c'est vraiment un truc aussi, avec la grossesse et la maternité, c'est que tant que tu l'as pas vécu, Ouais, même si tu comprends intellectuellement, quand tu le vis, tu comprends les choses à un autre niveau, quoi. c'est clair. Donc, mon bisou a mis du temps à sortir. Genre, à 5 mois, on voyait pas vraiment, tu vois, que j'étais enceinte, quoi. C'était pas flagrant que j'étais enceinte. Les gens pouvaient se dire, ah, elle a pris 2-3 kilos. Donc, voilà. Donc, deuxième trimestre, meilleure vie. Troisième trimestre, extraordinaire. Là, j'ai tourné des vidéos jusque 3 jours avant mon accouchement. Donc, j'ai eu de l'énergie. Mais tu vois, si on dit de 0 à 3, 0, tu es à plat. Oui. -1, tu te traînes de la fatigue accumulée. Et 3, tu es vraiment pompé là. Pour moi, j'étais à 2. Ok. Donc, tu vois, j'étais bien, mais j'étais pas wouhou. Non, j'étais D'accord. bien. J'étais vraiment bien, là. J'étais en train de kiffer. C'était facile, c'était fluide. J'étais dans mon truc, quoi. Donc, tout se passe bien. Puis, ce que je t'ai pas raconté, c'est qu'un des trucs qui a déclenché le fait que j'ai accepté d'enlever mon stérilet pour tomber enceinte, c'est un des trucs qui me faisait peur, c'était l'accouchement. Le fait d'accoucher. Et, euh, et du coup, je me rappelle très bien d'une conversation que j'avais dans la voiture avec deux collègues de l'industrie, enfin de personnes avec qui je collaborais. Puis je disais, en fait, finalement, si vraiment c'est trop difficile, ça me fait trop peur, je pourrais faire une césarienne. Puis tu sais, le simple fait de m'ouvrir les portes de ça m'a permis, en fait, d'aller jusqu'au bout parce que j'étais complètement terrifiée. Puis quand je suis tombée enceinte, dans les 3 premiers mois, là, j'ai eu une vision de moi. J'ai fait un rêve, tu vois, où je me voyais accoucher en position accroupie. Puis dans ce rêve, je me sentais extrêmement puissante. Je me sentais connectée à quelque chose de tellement grand, tu vois. Et cette peur a complètement disparu. Ok. Puis du coup, pendant toute ma grossesse, ben, j'ai fait mon sport là, spécial femme enceinte. J'ai fait tous les mouvements pour libérer les hanches, les mouvements qui facilitent l'accouchement. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait parfaitement comme il fallait là. Mais je ne l'ai pas fait pour être parfaite, je l'ai fait parce que j'étais en pur kiff de vivre cette expérience-là, tu vois. C'était vraiment, c'est, oh, comment est-ce que je peux kiffer encore un peu plus? Bah tiens, je vais faire des positions qui facilitent l'accouchement là. Et j'ai fait ma préparation à l'accouchement, je l'ai fait 2 fois, puisque 2 sages-femmes.
Puis on arrive à, je pense, c'est un mois de l'accouchement Ouais, et le bébé ne s'est pas retourné. ok. Donc, césarienne. Puis quand on m'annonce ça, avec tout le chemin que j'avais fait, j'étais comme non, c'était pas possible, non, je veux pas et tout machin. Là, je vais voir ma sage-femme, celle qui a beaucoup d'expérience dont je t'ai parlé, qui fait plein de trucs. Elle me fait de l'acupuncture, on fait, elle s'habille, me brûle les petits orteils, il y avait le bâton de Moxa là, Moxa, je sais plus. Ça, ouais, ouais. Le truc pue, c'est un délire ce truc-là. Là, je me vois encore là sur la terrasse et Seb qui me crame un petit orteil, puis l'autre petit orteil, puis l'autre petit orteil, tu vois, pendant 15 minutes là, pour faire retourner ce bébé qui ne veut pas se retourner. Vraiment, je fais tout là, je fais des positions, je me mets beaucoup la tête en bas pour lui faciliter qu'elle ait de la place et tout. Je vais en piscine, c'est un mon Dieu quoi. T'as Je tout fais tenté. tout pour que ce bébé se retourne. Et puis, à deux, trois reprises, je la sens vraiment, tu vois, en train de tourner. J'étais persuadée, notamment un jour, parce que ça me faisait un mal de chien, là, le retournement à 7 mois et demi, là. Ça me faisait vraiment très mal. Mon bide bougeait dans tous les sens. C'était juste hallucinant. Je vais à l'école le lendemain, bah non, elle n'avait pas tourné. Et du coup, bon, bah, ok, on va devoir faire une césarienne. Puis là, tu as vraiment tu sais, la tristesse du deuil, de faire le deuil du projet de naissance que tu avais. Puis tu vois, moi, j'avais vraiment construit un projet de naissance. Et là me vient un truc que je dis souvent, c'est l'intention de départ se retrouve toujours à l'arrivée. Si jamais j'ai trop peur, alors je ferai une césarienne. Et là, je suis face à, bah ouais, mais meuf, c'est l'énergie de départ, tu la retrouves à l'arrivée, quoi. Donc, culpabilité. Non, c'est tout, non, 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 non. Puis il y a mon sois fort et fais des efforts qui débarque là. C'est plutôt que de faire confiance que tout est parfait dans le fait que je vais accoucher par césarienne. Non, il faut absolument, tu vois, que je fasse tout ce qu'il faut. Là, va rentrer une culpabilité de dingue parce que tu as les pros accouchement voix basse Ouais. et ceux qui vont avoir un discours beaucoup plus genre, bah, tu sais, c'est pas grave d'avoir une césarienne là, tu vas pas mourir, c'est meilleur pour ta fille, blablabla. Donc, tu as vraiment ces deux discours. Et puis toi, tu es balancé d'un côté et de l'autre parce que d'un côté, tu as ton aspiration profonde de vivre un accouchement comme tu le désires dans ta puissance de femme. Moi, j'avais juste envie de revivre mon rêve, tu vois. C'est juste ça. Puis, la réalité, le gynéco qui t'explique pourquoi, tu sais, ça serait dangereux. Les pré-accouchements, ouais, mais tu peux faire un accouchement par le siège et tout, blablabla. Bla, 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 bla. Puis le gynéco qui me dit, si votre fille, elle se retourne pas, c'est parce qu'elle ne peut pas se retourner. Si elle peut pas se retourner, il y a fort à parier qu'il y a un cordon. S'il y a un cordon, quand bien même on le tente par le siège, en fait, on va partir. Bon, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'on parte sur une césarienne d'urgence. Puis c'est pas le même délire, la césarienne d'urgence et la césarienne programmée. Ouais. Bon, là, je suis vraiment pas contente. Seb, il commence à avoir peur parce que je suis un peu une tête de mule quand même, là. J'étais prête à changer de gynéco, à dire rien à personne et à débarquer à l'hôpital pour faire mon accouchement. Blablabla. Bref, donc voilà. Donc, et là, je me laisse 24 heures pour naviguer le truc. Puis, il y avait une autre problématique, c'est que j'étais en train de me former à l'astrologie. Donc, le thème de naissance a une importance sur la vie qu'on va vivre, tu vois. Étant programmé, tu savais quelle date ça allait être. Ben, non, c'était pas ça, en fait. C'est-à-dire que quand on te programme, on t'impose une date. Oui. Parce qu'en fait, on fait en sorte de te faire la césarienne bien avant la fin du terme pour être sûr que non, non, non. Puis ça, déjà, j'étais vraiment pas d'accord. Je voulais que ma fille reste le plus longtemps possible dans mon bide. Puis j'avais dit à mon gynéco, écoutez, est-ce qu'on peut pas, juste en fait, j'arrive, ce sera pas une césarienne verte parce que tu as vert, orange et rouge. Rouge, c'est urgence, catastrophe. Orange, on s'en passe en fait. C'est qu'on pourrait les prévoir en vert, mais bon, voilà. Donc, je disais, ben, on fait une césarienne un petit peu, genre ma fille choisit quand elle arrive, quoi. Tu vois, il y avait ce truc de je C'est veux elle pas qui choisir. déclenche, en fait. Ouais, je Hein. pense. Tu souhaitais qu'Ava déclenche le processus. Exactement. Ok. Je voulais vraiment que ce soit elle, tu vois, qui choisisse en fait quand est-ce qu'elle arrive dans ce monde. Puis le gynéco, là, il était vraiment pas chaud. Il me disait, pourtant, il est vraiment super cool. Il me disait, mais vous vous rendez compte, enfin, si c'est ce que vous voulez, de toute façon, peu importe ce que je vais vous dire, là, vous ferez comme vous aurez envie. Le truc, c'est que vous allez arriver à la maternité, les médecins vont vous accoucher parce qu'il n'y a personne qui vous accouchera pas, là, vous ferez une césarienne. Puis après, ils vont venir me dire que quand même, c'était vraiment pas cool parce que ça leur a obligé à faire une césarienne en urgence alors qu'elle aurait pu être planifiée. Donc il y avait aussi cet enjeu-là où je me disais, mais tu sais, je m'en fous un peu de la politique entre les gynécologues, là. Mais je comprenais. Et donc, j'ai une discussion avec une de mes amies, donc la femme de l'astrologue qui m'a formée.
Et puis, elle me dit, bah, tu sais, Sandrine, après, on peut aussi lui choisir une date à Ava, une date qui soit sympa, en fait. Et du coup, ta césarienne, bah, c'est l'opportunité pour elle d'avoir un truc chouette dans son thème qu'on peut choisir parce qu'on ne peut jamais choisir tout un thème. On peut juste choisir un petit positionnement, un petit truc, quoi. Et donc, on regarde son thème et Christophe, du coup, le mari de ma copine Oana, qui sont tous les deux astrologues, me disait, ah, ça pourrait être chouette ce qu'elle est, typiquement Vénus qui domine son signe, ça c'est cool parce que ça lui fait quand même de la chance hein, dans sa vie, de la chance en amour, ça pourrait être vraiment, vraiment bon. Puis il n'y a pas grand-chose que tu peux choisir vraiment parce que tu n'as pas vraiment le choix dans les dates dans lesquelles ils font les césariennes. Mais il y avait des dates qui étaient vraiment dégueulasses. Alors, quand je les ai proposées à Christophe, il m'a dit non, 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 c'est pas possible. Ils ont vraiment pris de leur temps pour, tu vois, pour trouver une date. Puis, il se trouve que ça fait que le milieu du ciel de ma fille est en vierge. Donc, maison 10, maison de la mer en vierge. Et donc, je dis, ah non, si on choisit ça, ça fait la mère chiante. Puis mon amie Anna me répond, Bien carré. attends, mais Sandrine, on est à une semaine de ton accouchement, puis tu es en train de négocier la date à laquelle on te fait la césarienne. À un moment donné, on peut pas mentir. Donc bref, j'appelle mon gynéco, je lui dis écoutez, j'accepte du coup qu'on fasse une césarienne programmée. Par contre, je veux à telle date, entre telle heure et telle heure. Mon gynéco hyper ouvert d'esprit. Ok, madame Carl, pas de problème. On fait ça comme ça. Et donc voilà, donc ça c'est le moment de la décision. Puis là, il y a ce moment en fait où je le lâche. C'est parce que pendant tout ce temps-là, entre le moment où on m'a annoncé que à 7 mois et quelques là que ma fille s'était pas retournée, puis toutes les actions que j'ai fait d'un côté et de l'autre, nanana, nanana, et c'est là que je suis confrontée à tu peux le faire, tu es capable, tu peux faire un accouchement par siège, nanana, nanana, tu sais, tous ces injonctions-là qui fait que quelque part, en accouchement par césarienne, j'avais l'impression de ne pas être une mère, de ne pas être une femme, de ne pas être capable de toutes ces choses-là. Là. Lol, tu vois. Puis il y a un truc quand tu es en train de vivre ta grossesse, c'est que tu penses que l'accouchement, c'est l'aboutissement. C'est que le début. Honnêtement, t'en as rien à cirer de savoir comment ton enfant est sorti de ton bide quand il est là, quoi. Mais quand tu es en train de le vivre, Ouais. c'est ce que tu ressens. Donc voilà, j'ai ce truc à naviguer, puis à un moment donné, je finis par lâcher, puis on prévoit vraiment le vendredi pour le lundi d'après. Donc, en gros, je sais pendant une semaine que je vais que je vais faire une césarienne. Après, on a vraiment fait la césarienne au bout. Hein. J'étais à, je sais plus combien c'est 39 semaines d'aménorrhée? Non, c'est 41. Enfin, ça 41. Donc, dépend si tu comptes justement avec Améno. Enfin, je crois que j'étais à 40 plus 3. ok. Un truc du genre. Donc, j'étais vraiment proche du terme, quoi. Vraiment, bah, parce que j'avais négocié, là, ça fait 3 semaines que mon gynéco, il voulait poser la date et que moi, je tire des quatre fers, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Quelque part, j'ai eu raison. Parce qu'au final, on a pu la garder plus longtemps dans mon ventre et c'était très bien. Donc voilà. Par rapport à la première date qui avait été proposée, c'est ça, il y a 15 jours d'écart. Tu vois. Ah oui. Donc, Ouais, donc tu as bien négocié. Et en fait, je trouve que c'est vraiment là, tout ce dont tu parles, ce qui est hyper important, c'est finalement comment on se prépare à vivre ce qui va se passer dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on a le projet idéal et peut-être que ça va être ça, et peut-être que ça va être complètement autre chose, comme une césarienne qu'on doit planifier, etc. Et comment justement, à un moment, on est dans la négociation intérieure et où on va accueillir et accepter ce qui est, c'est ça. Accepter le réel. accepter le réel. Ouais, tout à Ouais. fait. Et on n'est absolument pas tout puissant. C'est ce que je te disais dès le départ. C'était un des grands apprentissages de ma vie grâce à la grossesse et la maternité. Mais bon, donc j'en suis là. Puis là, c'est comme un petit bond en avant. Euh, Mon amie, j'ai une de mes amies en fait qui a un programme que j'ai fait en fait pendant ma grossesse et puis je lui raconte un petit peu tout ça, mais une fois que j'ai accouché, et puis tu sais j'avais une forme de culpabilité parce que pareil elle prône l'accouchement naturel et de vraiment faire tout ce qu'il faut pour avoir un magnifique accouchement qui est douloureux mais qui est pas dans la souffrance. Enfin vraiment c'est son leitmotiv, c'est vraiment d'accompagner les mamans, tu vois que ça se passe le mieux pour elles en préparant bien leur corps tout au long de la grossesse. Parce qu'en fait, elle dit, l'accouchement, c'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Donc, il faut être prête C'est ça. physiquement Ouais, à vivre le marathon. Et du coup, ça se prépare, en fait. Plus tu es solide physiquement, plus tu as préparé ton corps par des postures, par du yoga prénatal, par toutes ces choses-là.
et des entraînements, et plus en fait ça va être facile, entre guillemets, évidemment, hein, mais de vivre ton accouchement. En tout cas, c'est des choses qui facilitent l'enfantement. Et j'avais quand même de la culpabilité parce que je m'étais préparée là, j'étais ultra prête. Je lui fais un vocal quelques temps après, je pense que ça faisait un mois que j'avais accouché, un mois et une semaine. Et je lui fais un vocal pour lui raconter comment tout ça s'est passé, la fin, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment. Puis elle me dit, mais c'est incroyable, Sandrine, à quel point même ta césarienne, tu l'as vécue dans l'empuissancement jusqu'au bout, de décider d'être actrice, de pas te soumettre à aucun choix, tu sais. Non, tu as tout décidé, là, tu étais moteur, en fait, tu étais proactif par rapport à ça. Puis elle me dit, c'est vraiment très, très bon, puis c'est vraiment chouette et on s'en fiche de comment finalement le bébé est sorti. Puis tu sais, juste le fait d'avoir, à un moment donné, même encore, peu importe là où j'en suis, de cette espèce de validation de, tu sais, tu as fait tout ce que tu pouvais, puis ça s'est passé comme ça, et malgré le fait que ça se passe pas comme tu voulais, tu as accompagné le fait que ça se passe pas comme tu voulais. Et je Exactement. pense que, tu vois, malheureusement, en France encore, on est tellement dépossédés de nos corps. C'est les médecins, là, attention, j'aime et j'adore mon gynéco, puis toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, sont des personnes et des professionnels extraordinaires dans la périnatalité, là, tellement que je me suis dit, mince, si j'avais été maman plus tôt, j'aurais refait psycho et je me serais spécialisée en périnatalité, tu vois. Vraiment, j'ai adoré tous les professionnels que j'ai rencontrés, mais on est quand même vachement dépossédés de notre corps, quoi. On nous fait accoucher allongé sur le dos, là, alors que c'est pas bon pour nous en tant que femmes, enfin bref. Mais en fait, on a plus la possibilité de décider que ce qu'on nous laisse croire qu'on a la possibilité de décider. Complètement, on le voit dans ton expérience, tu aurais pu dire non, oui, mais je choisis la date. Enfin, tu vois, t'as eu malgré tout, t'as pris une position. Et Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça aurait pu être, on fait une césarienne à telle date, j'aurais pu dire oui, si ça avait été bon pour moi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être comme moi, là, toujours à vouloir être parfaitement dans là. Si c'est hyper OK, c'est hyper OK et ça sera OK. Tu vois le truc? de C'est toute de façon, pas accepter quelque chose qui n'est pas OK, en fait. oui, c'est exactement ça. Parce que, et on le dit, enfin tu le dis, je l'entends et je le dis aussi régulièrement, c'est pas l'événement qui compte, mais c'est la manière dont on va le traverser. Donc si le Exactement. fait d'avoir une césarienne programmée, planifiée, c'est ok, ça va être beaucoup plus facile de naviguer ça que d'être en résistance en disant mais je veux pas, je suis pas une bonne maman si j'enfante pas naturellement, etc., etc. Mm. Donc ça, j'ai eu ça à lâcher. Puis dès lors que la date était posée, là, je savais que j'avais un peu moins d'une semaine pour vivre tout ça. Puis du coup, je suis allée voir une hypnothérapeute parce que là, du coup, tous mes cours de préparation à l'accouchement, bah, ça servait plus à rien. Donc, je suis allée voir une hypnothérapeute et pendant la semaine, 10 jours là, qui a précédé l'accouchement, Tu t'es préparé. bah, du coup, je me suis préparée à une hypnose tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai écouté, ça a été vraiment très, très bon pour moi d'avoir recours à de l'hypnothérapie pour préparer mon accouchement par voix basse, par voix haute, par voix haute. Accouchement voix haute, il appelle ça mon gynéco, plutôt que césarienne. Bref. Et donc, je continue de tourner toutes mes vidéos, tu vois, jusqu'à vendredi, samedi, toute la journée. Là, j'ai eu le plus beau. Et là, vraiment, à toutes les femmes qui ont une femme enceinte dans leur entourage, là, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, là, c'est ma cousine qui est venue le samedi. On est allé faire les courses. Toute la journée, elle a cuisiné. Et elle nous a fait, à Sabé et à moi, genre, je sais plus, mais je crois que c'était 63 repas. 63 parts, donc la moitié de repas. Mais là, quand je suis rentrée de la maternité, j'ai ouvert le congélateur, il y avait tous ces repas, j'avais rien à faire. C'était que des repas qu'on avait pris dans un livre, tu vois, postpartum, donc enrichi quand même en protéines et en gras pour aider le corps à se régénérer, etc. Donc ça, c'était extraordinaire, c'était le samedi. Le dimanche, bah, évidemment, comme vous savez, moi, on n'est pas les personnes les plus organisées de la Terre, tu vois. Donc on a fait le grand ménage là, tu vois, donc moi et mon gros bide. Là, j'avais eu mon gynéco le vendredi. Ouais. Il m'avait dit, mais je crois que non, je crois qu'on a décidé la césarienne, la date le jeudi. Il me semble que c'était le jeudi, parce qu'il m'a dit que vendredi ou samedi ou dimanche, la maternité allait m'appeler pour me dire quand est-ce que je devais rentrer à la maternité. Puis, donc, pas de nouvelles vendredi, pas de nouvelles samedi, pas de nouvelles dimanche. Je savais que du coup, j'allais avoir ma césarienne aux alentours des 10 heures, puisque j'avais demandé entre 10 heures, je ne me rappelle plus, 10h44, je crois, quelque chose comme ça, et 11h11. Il fallait que Ava naisse dans cette tranche-là pour que Vénus domine, n'est-ce pas?
Et du coup, avec ça, on se dit, bah, c'est pas grave, on se lèvera à 6 h du matin, puis on ira, on sera large pour l'accouchement. Puis donc, on est en train de faire le ménage, de préparer les valises et tout, parce qu'évidemment, j'étais pas en avance. Et puis, je sais pas, il doit être 20h30, 21h, je reçois un appel de la maternité. Ben alors, vous êtes où? Ça fait 2 heures qu'on vous attend, 2 ou 3 heures qu'on vous attend. Je dis, ben j'attendais que vous m'appeliez. C'est fou. Ah, Et donc là, grand bal de combat, donc ça nous a fait un départ maternité comme si finalement je venais de percer la poche des os. c'est drôle. Donc là, on court dans tous les sens et tout, je leur dis, ok, ben, laissez-moi juste le temps de manger un truc, de prendre une douche et j'arrive parce que on venait de faire le ménage, donc ça agite dans tous les sens, blablabla, je prends une douche vite fait, je mange un espèce de pudding là parce que j'avais pas le temps de manger autre chose. Puis dans la précipitation, je tombe. Oh. Là, j'ai un shoot de cortisone qui pète le plafond. Donc je suis dans l'agitation, je vais accoucher, je viens de tomber, je me suis pas fait mal, mais ça a suffi à créer un shoot en fait de cortisol. Oui, tu m'étonnes. Et Seb a rien mangé de la journée. Donc on s'arrête, on passe devant le McDo pour aller à la maternité. On s'arrête au McDo pour qu'il prenne un truc. Puis là, il y a un type qui bloque le passage. Tu vois? Puis faut imaginer que moi, je suis en jean, j'ai des tongs aux pieds, j'ai une coiffure improbable, c'est les cheveux remontés comme ça, un trench blanc, un énorme bide et un shoot de cortisol. Donc le type fait galérer, ça prend 1 h 30, il se plante, il réceptionne pas la bonne commande, enfin un truc improbable. Le mec comprend pas comment fonctionne le McDrive là. Bref. Donc, à un moment donné, je sors de la voiture, puis je demande au type, est-ce que vous pouvez vous décaler pour qu'on puisse passer? Le mec commence à être désagréable avec moi. Il me dit, ouais, non, c'est devant, non, je vais devant, je dis, excusez-moi, vous pouvez vous déplacer, il faut vraiment que j'aille à la maternité, là. Le mec se décale, et l'autre commence à me dire, ouais, c'est pas 1 heure pour aller à la maternité, mais moi, j'ai du cortisol dans mon sang. Je suis comme une dingue, là, faut imaginer le truc. Je vais accoucher, il faut que j'y aille maintenant, etc. Mais j'ai le cortisol qui est au taquet. Et je lui dis, et quoi, t'as un problème, t'as quelque chose à dire? Moi qui m'énerve jamais, Seb dans sa voiture qui se dit, mais va falloir que je sorte de la voiture là. Puis il faut m'imaginer encore une fois, tongs doré, trench rose, gros bide, cheveux en l'air. Donc le type devait se dire, cette fille est complètement folle. Bref, finissent par se pousser, on arrive à la maternité. Puis tu sais, quand t'arrives, ils te font un... Mince, je me rappelle plus le terme. Il y a le Un monitoring. monito? Ouais. Et là, forcément, le bébé il tachycarde de ouf. Là, forcément, j'ai pris un shoot de cortisol et j'ai crié sur quelqu'un, ce qui m'arrive jamais. Donc, je vais faire 2 monitos ou 3 avant qu'ils se disent, OK, est-ce que le bébé tachycarde, ça va pas, il faut le sortir? Ou est-ce que c'est le shoot de cortisol que j'ai eu, plus le fait que j'ai crié, plus l'excitation, nanana, qui fait que le bébé, il est un petit peu sous stress, quoi. Finalement, vers 2 heures du matin, le bébé va bien. Et du coup, on va se coucher. Le matin, on se prépare pour aller. Puis là, l'équipe extraordinaire. Vraiment extraordinaire du début à la fin. J'avais fait, malgré le fait que je ne faisais pas un accouchement voix basse, naturel, j'avais quand même fait un projet de naissance et j'avais expliqué tout ce que je voulais, tu vois. J'avais dit que je voulais qu'on pose Ava sur moi, enfin mon bébé, dès qu'il était né, que je voulais pas être séparée d'elle, à part vraiment le peu de temps et que le temps où il la prenait, je voulais que le papa soit avec. J'avais dit que je voulais un allaitement et que même si c'était compliqué, je voulais pas qu'on me propose une autre solution, je voulais qu'on me soutienne dans ce choix-là. Parce que ça a été, l'allaitement était vraiment très compliqué Ouais. pour moi après. J'avais dit que je voulais qu'on attende que le cordon soit vide du sang avant de le couper, que je voulais qu'on clampe, je sais plus où c'était, je crois que c'était à 15 ou un truc du genre, enfin, il y avait un truc qui était recommandé. Donc voilà, je voulais vraiment tout ça, je voulais avoir de la musique et tout, donc j'avais vraiment tout noté. Et tu as eu tout ça, même si J'ai eu, c'était césarienne, j'ai eu tout tu ça. as eu tout ça. Ouais. J'ai eu absolument tout ça, mais quand je t'ai dit, mon gynéco, il est extraordinaire, quoi. Je pense que c'était le plus féministe des gynécologues de la Terre, là. Mais tu sais, je crois que c'est aussi ta conviction. Enfin, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, on peut être très soumise aux injonctions et aux dictats médicaux, puis on peut aussi dire, j'entends votre point de vue, j'entends que vous avez vraiment cette optique de sécurité. Mm. Mon désir en tant que maman ou future maman, c'est ça, et je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et c'est vraiment la conviction qu'on va avoir qui fait que même si on n'a pas un gynéco aussi extraordinaire que le tien, on peut peut-être être entendu malgré tout. Moi, je pense qu'en fait, il faut se faire entendre, tu vois. Puis, évidemment, j'avais précisé que s'il y avait une urgence, évidemment que la priorité, c'était la santé du bébé et ma santé. Et j'étais pas complètement déraisonnable, là. C'est juste que c'était possible. Je préférais que ça se passe de telle manière. Du coup, ça s'est passé comme ça. Puis c'était vraiment très drôle. Parce que
Les gens étaient curieux, genre: «Comment ça, vous devez accoucher entre telle heure et telle heure?» Puis moi, je racontais mon truc, Vénus qui domine, blablabla, la Sanda à tel endroit, Bref, Cours et du coup, d'astro en ça plein accouchement. hein? Le Comment? cours d'astro en plein accouchement, tu sais. C'est ça, puis les gens étaient comme: «Oh mais c'est génial, nanana», et du coup, j'ai vu les gens défiler une fois que j'avais accouché: «Alors, vous avez eu l'heure que vous vouliez?» C'est Génial. extraordinaire. Puis c'est pareil, on arrive, j'avais dit si c'est possible de prendre des photos ou de filmer. Heu, Ça serait chouette parce que j'avais envie d'immortaliser comme j'avais envie d'immortaliser le moment où je découvre que je suis enceinte ou le moment où j'apprends que c'est une fille, j'avais envie d'immortaliser le moment où ce petit être arrive dans le monde. Mmh. Puis du coup, ils avaient fait venir une jeune étudiante là qui a filmé tout l'accouchement, du début à la fin, tu vois? Et qui a pris des photos en même temps, donc on a un reportage photo extraordinaire. Puis dans la vidéo, on entend: «Oh non, il est 10h50, je sais plus combien là, il est 10h49, faut y aller, on va pas être dans les temps!» J'adore. Bref, donc voilà, l'accouchement s'est bien passé, bien que j'ai eu une phase de dissociation, enfin mon mental a a été un peu en sidération entre le moment où ils m'ont fait pousser, alors c'est extraordinaire aussi, pareil, gynécologue au top quand même, mais en fait, même par accouchement voix haute, tu peux pousser avec tes abdos pour faire sortir le bébé, et donc il m'en avait parlé, tu sais, comme il voyait que je résistais, là, fallait qu'il trouve des arguments. Et du coup, je lui avais dit que c'est ce que je voulais, et Ouais, donc il m'a fait pousser, donc j'ai quand même sorti, ma fille en poussant. OK. Voilà, donc après ils l'ont mis sur moi, et puis, mais il y a eu cette phase en fait où j'ai pas capté ce qui se passait parce qu'il y avait pas les hormones, parce qu'il y avait pas eu l'accouchement qui s'est déclenché. Il y a pas eu en fait tout le processus naturel, et du coup, en fait, ils ont posé ma fille, puis j'ai eu quelques minutes pour réaliser ce qui s'était passé en fait, tu vois? Donc voilà C'est pourquoi. vraiment un questionnement pour moi, tu vois, autour de ce lien d'attachement. Dans la formation de doula que j'ai suivie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce moment où on va vraiment attendre. Tu vois, il peut y avoir vraiment un moment où même en accouchant à domicile, etc., la maman va pas forcément avoir l'élan de prendre son bébé, de le prendre contre elle du pot à pot, etc. Et puis qu'on peut avoir un temps de latence, justement, où bah, ce lien d'attachement, il n'est pas forcément comme ça, bingo, en 2 secondes. Et du coup, je trouve que c'est intéressant ton témoignage aussi, parce que ben, là, tu t'accouches par voie haute, on te pose le bébé, et en plus, il y a le personnel médical, c'est-à-dire que c'est pas un cocon, hein, c'est quand même dans une salle d'accouchement, hein, c'est une chirurgie, du coup, tu es là, et ce lien, comment tu crées le lien avec le bébé, ce moment où il peut y avoir en effet ce décalage, hein, cette dissociation dont tu parles. C'est ça. Puis alors c'est pas on-off. En tout cas, Oui, moi je l'ai pas vécu on-off, c'est comme what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop et tard, j'ai accouché, ma fille est là, oh mon Dieu, ma fille est là, oh mon Dieu, ma fille est là, oh mon Dieu, ma fille est là. Et puis en fait, ça prend tu vois, de l'expansion, et à un moment donné, c'est «Oh, ma fille, tu vois, extraordinaire, je suis maman, c'est complètement dingue et tout». Bref, voilà. ouais, mais je pense que c'est vraiment, c'est exactement ça. C'est pas on-off, c'est vraiment, il y a le temps de réaliser le bébé qui était dedans et dehors. Enfin, il y a tout un temps de, ouais, Ouais, c'est ça. ça monte vraiment crescendo à la conscience pour réaliser. C'est ça, exactement. Puis je pense que, bah, je sais pas comment ça se passe parce que je peux parler que de mon expérience, mais je pense qu'effectivement, quand il y a une césarienne, bah, du coup, il faut accepter aussi que, bah, il y a des petites choses qui se mettent en place. Mais franchement, césarienne super bien passée, suite de couches, vraiment bien. Bon, après, on t'ouvre le ventre, donc tu as des douleurs, on va pas se mentir, hein, il y a des choses qui sont un peu compliquées, mais ça se passe bien. Ça s'est vraiment bien passé pour moi. L'allaitement, beaucoup plus compliqué. Ça aussi, il a fallu que comme je rentre dans mon engagement, dans ma détermination de ce que je voulais vraiment. Ouais. Ça a pris 3 mois quand même pour que ça devienne agréable, enfin agréable, que ça devienne pas désagréable, voilà. Ça sorte du côté désagréable. Mais en gros, ouais, c'est ça mon expérience de la grossesse. Pour des femmes qui nous écoutent et qui seraient dans ce questionnement de est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un bébé? Est-ce que je vais passer le pas? Ça serait quoi tes conseils finalement? Alors, donner des conseils, je trouve ça toujours très compliqué. Ce Mais que je par peux rapport faire, à ton c'est, vécu. ouais, c'est partager ce que moi j'ai vécu. En fait, le truc, c'est que ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont un réel désir de grossesse, c'est peu importe ce que les gens pensent, peu importe vos peurs, allez-y. Allez-y parce que c'est l'expérience la plus extraordinaire que vous allez vivre dans ce monde-là. Si vous avez ce désir-là, par pitié, honorez-le parce que c'est merveilleux. Si vous n'avez pas de désir d'enfant, c'est hyper OK, il y a aucune obligation, mais si vous avez un désir d'enfant, honnêtement, faites-vous accompagner, naviguez vos peurs. Ça m'a pris 2 ans et demi là, qu'on se le dise,
Mais c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai fait dans ma vie. C'est ma fille et c'est dingue en fait, comme le cerveau il bouge, comme ça change d'identité, mais c'est merveilleux en fait, c'est juste pour le meilleur, c'est différent, mais c'est vraiment meilleur. Puis évidemment, il y aura des nuits un peu compliquées, il y aura des choses à naviguer, mais le bonheur d'être mère, le bonheur de vivre la grossesse ou d'adopter un enfant, là, si c'est un vrai désir de cœur, ce que ça va transformer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre identité. Honnêtement, c'est comme si moi, si j'étais pas allée au bout de mon désir, c'est comme s'il aurait vraiment manqué quelque chose à mon expérience de vie. Et je pense que j'aurais eu vraiment des regrets à la fin de ma vie de pas m'être autorisé ce désir-là. Mm. Donc, si vous l'avez, il n'y a rien au monde. Pas votre conjoint, c'est que c'est pas le bon. Déjà, désolée, ça pique un peu peut-être, mais bon, voilà, c'est ce que je pense en tout cas. C'est ni votre conjoint, alors évidemment, c'est un choix commun que vous faites, hein, mais je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un qui ne veut absolument pas d'enfant, puis c'est un désir viscéral pour vous en avoir un, j'ai eu trop de clientes qui ont fait comme si c'était pas si important pour elles, puis finalement, il y a un divorce, elles ont plus de 50 ans, elles peuvent plus avoir d'enfants. Et ça Et reste elles en encore. souffrent Ouais, tellement, quoi. Donc, s'il y a un désir, personne au monde ne doit vous empêcher d'aller toucher ce désir du bout du doigt et de prendre une vraie décision. Quand bien même vous décidez que finalement, non, ça vous appartient, il n'y a personne qui doit le décider, mais n'y renoncez pas sans savoir vraiment ce que vous voulez vraiment. ouais, 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 complètement. Ok. Et donc l'importance de se préparer, l'importance d'être entouré, d'être Hmm. soutenu de manière inconditionnelle, et puis Moi, je d'écouter pense qu'il faut bien choisir l'homme avec qui on fait un enfant. Ou ça. la personne avec qui on fait un enfant. Mais vraiment, je pense que ça doit être un projet qui est vraiment commun, où les deux sont vraiment impliqués dans le désir que ce soit bon pour tout le monde, en fait. Bon pour l'enfant, bon pour les parents, vraiment, c'est un projet de vie. Il n'y aura pas de projet de vie plus important que celui-là. Il n'y a rien qui surpassera ça. J'ai une entreprise qui est pérenne, qui est prospère, j'ai un couple qui est extraordinaire, j'ai de belles relations familiales, amicales, j'ai une vie extraordinaire. Mais ce projet-là, ce projet bébé, le fait de mettre un enfant au monde et ensuite de l'élever, ça là, ça dépasse tout. Toutes les aventures incroyables que j'ai pu vivre avant, c'est encore plus incroyable d'être maman. Je suis tellement d'accord avec toi. Ah oui, il n'y a rien de plus magnifique. Parce qu'on a échangé hier là-dessus, c'est l'idée que on a comme une divinité qui nous soutient encore plus quand on est maman. Il y a comme quelque chose de démultiplié dans notre énergie, dans nos capacités. Ouais, ça c'est complètement fou. C'est pareil, tu vois. Du coup, genre, je suis venue à la conclusion que peu importe vos croyances, là, Dieu, l'univers, je pense que quand on devient mère, on a accès à des bonus de ressources, des trucs qu'on n'avait pas avant et qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'était pas maman. Puis on devient maman, puis ça nous active des bonus divins. C'est On ça. a plus de ressources, plus d'énergie, plus de tellement de choses. Moi, j'avais tellement peur d'être épuisée. Je te promets, j'avais vraiment peur d'avoir un postpartum difficile parce que j'étais épuisée. Puis je suis vraiment une grande dormeuse, mais mon sommeil est vraiment important, tu vois. Si je dors pas, ça va moins bien. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis bénie, tu vois, parce que je suis maman, en fait. C'est ça. Merci pour ton partage, c'est extraordinaire. Voilà, ça me donne aussi envie de partager mes expériences du coup. Alors peut-être qu'on fera dans le sens inverse où tu me poseras des questions et où je te raconterai mon parcours, mais c'est tellement riche tout ce que ça a apporté. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, Sandrine. Avec un immense plaisir. Puis si t'as envie que je fasse la suite, le postpartum, On ira, je pense que ça serait intéressant d'aller plus loin. je suis là, c'est pareil, tu sais, ça fait partie des choses que je m'étais dit que je partagerais parce que je ne suis pas la seule de ma génération vraiment ma génération, là, la génération, même l'année limite 86, là, cette génération-là, là, j'avais rencontré un gynéco qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec les femmes de votre génération? Pourquoi vous voulez pas d'enfants? Ah ouais, tu vois. Alors, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que pour beaucoup d'entre nous, voilà, on a eu certains modèles, peut-être les Spice Girls, ou j'en sais rien, tu vois, qui ont amené en fait une façon différente de voir la maternité sur ma génération. Pas pour tout le monde, évidemment, hein. Mais je pense que Mais c'est intéressant parce que c'est en train de bouger et donc justement ton témoignage et de cette génération de femmes qui est dans le working girl et qui a tellement été, comme tu disais au départ, biberonnée avec ça,
que bah, on peut naviguer ça et on peut aussi, on a le droit de changer d'avis. Je trouve. Ouais, c'est ça. Non, attends, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a pas d'injonction de ma part. Je dis pas à toutes les femmes de faire des enfants, tu vois. Mais je pense sincèrement que si c'est un désir du cœur et de l'âme, là, faut y aller. Faut y aller parce que c'est extraordinaire, mon Dieu. Et toutes les peurs que vous avez, je vous assure que c'est rien à côté du bonheur qu'il y a derrière ces peurs-là, quoi. Exactement. J'ai tellement grandi en devenant maman. Moi, je pense que c'est mes enfants qui m'ont tout enseigné. Je veux bien te croire. Puis moi, je suis au début, hein. Ma fille a fait 8 mois. Mais tu vois, t'imagines dans 8 mois, imagine sur des années de vie, ça va être extraordinaire. Bah, tu sais, c'est comme tout, tu vois, la grossesse, je l'ai vécue au jour le jour. Un jour après l'autre, dans mon ressenti. Puis là, c'est pareil avec ma maternité, ma fille, etc. Je peux imaginer ce à quoi ça peut ressembler, mais par expérience, je vois bien que quand je le vis pleinement, intentionnellement, c'est tellement plus savoureux, tellement plus extraordinaire, tu vois, que C'est ça. voilà, je vis ça un jour après l'autre. Exactement ça. Comme on disait tout à l'heure, accueillir ce qui est, vivre dans l'instant et chaque jour après l'autre. Et c'est là où on a les plus beaux enseignements. Bah écoute, je Mm. pense on remettra ça pour aller plus loin sur le postpartum. Je te remercie encore. Je te fais plein de bisous. Avec un immense plaisir. Et À puis, bientôt. bah, merci à toutes pour votre écoute et pour les commentaires que vous ferez sur cette vidéo. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.